Le public vient chercher le vertige des sens avec la musique et pour beaucoup avec des drogues. Souvent dures. C'est le cas de Marie. Elle est arrivée de région parisienne avec ses amis. Elle compte bien passer les 3 jours sans dormir. On a un rythme de vie très intensif, parce qu'on ne doit pas dormir et profiter à fond. Donc oui, voilà, les gens aiment bien prendre des produits pour pas dormir de la nuit, ne pas sentir la fatigue et être tout le temps énervé et vraiment pas fatigué du tout. Tout près des murs de son, les festivaliers, les teufeurs, ont installé leur campement dans l'herbe. Des camions, des tentes et des tonnelles pour se reposer à l'abri des regards. Souvent, c'est pour consommer de la drogue, c'est certes, c'est-à-dire pour pouvoir rouler un bédo à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, c'est vrai, mais c'est aussi pour se poser et quand il y a des gens qui sont un peu trop fatigués, un peu défoncés, l'accueil est vraiment chaleureux, ils peuvent se poser sur des matelas avec des couettes, prendre des couettes, trinquer avec... Hello, on peut trinquer ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça se pose, ça roule. Sous cette tonnelle, par exemple, un homme s'adonne à un exercice assez particulier. Ça sert à quoi ça en fait? Les cartouches. C'est quoi les cartouches? N2O. N2O. C'est quoi du N2O? C'est hilarant. Des cartouches de N2O, du protoxyde d'azote, un gaz aux effets, paraît-il, hilarant. L'homme en gonfle un ballon pour ensuite l'inhaler. Une pratique dangereuse qui peut provoquer des lésions pulmonaires et même endommager la moelle épinière. C'est vrai ça sur le protoxyde d'azote. On l'avait vu dans House Party. Ouais, on en Le avait ballon. pas déjà. Mais il le fait dans un ballon, donc en termes de réduction des risques, déjà c'est... Alors, c'est bien mieux que de dégazer directement, mais en fait, il va quand même y avoir un passage du ballon, une telle petite ouverture au niveau du ballon qu'il n'est pas à l'abri quand même de provoquer des brûlures en inhalant le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'était un truc qui était accessible en vente libre il y a encore quelques années. C'est ce dont on se servait pour faire les chantilly à la maison. Les gâteaux. Ouais, en cuisine. Et en fait, c'est un gaz, quand on l'inhale, qui va avoir effectivement, ça donner un coup de chaud, ça peut provoquer de l'hilarité, on peut se sentir un petit peu défoncé. Et on pourrait se dire que c'est un truc qui n'est pas hyper dangereux. Enfin, ça a l'air même plutôt fun avec ce ballon qu'on inhale, etc. Et en fait, ça peut, comme ils le disent, provoquer des lésions au niveau pulmonaire, des lésions au niveau de... Ça peut provoquer des neuropathies si on le fait trop, des pertes de connaissance aussi. C'est-à-dire on peut être tellement étourdi qu'on tombe. Voilà. Et puis le fait de respirer ce gaz-là, ça va venir beaucoup taper dans la pompe cardiaque. Donc on peut avoir des épisodes de tachycardie, on peut faire des malaises, etc. Okay. Voilà. Mais là, du coup, il prévoit une petite tente chill, apparemment, au cas où. Alors, il Se poser. y a quand même un truc qui n'est pas con, faut quand même le dire. L'idée en festival d'avoir un espace sur lequel on peut se reposer et se mettre un peu à l'abri de l'ambiance. Parce qu'en fait, les festivals, c'est des environnements hyper sensoriels où il y a du son, il y a du bruit, il y a des gens, il y a des interactions sociales, il y a de la fatigue parce que souvent on vient de loin, on s'est installé, on dort pas très bien en général en festival si on dort sur le site. Et le fait d'avoir un espace sur lequel on peut se poser, être tranquille, et en particulier si on consomme des produits, ça peut parfois éviter de faire des bad trips, de se sentir mal, etc. Et il y a même des associations qui sont présentes, qui font de la prévention autour des produits, qui organisent eux-mêmes, en plus du stand d'information, des espaces un peu chill, dans lesquels on peut venir s'installer, éviter d'être trop au contact du son, se reposer, taper une petite sieste, etc. Ouais. C'est important de prévoir quand même le matos avant de partir et de pas vraiment y aller à l'arrache dans tous les festivals, parce que du coup, comme le dit Romain, ça peut être très fatigant, très usant, et puis après on n'est pas... Enfin, on va pas vraiment kiffer le moment, donc s'il y a un conseil, c'est d'avoir une tente, un sac de couchage, un truc, un matelas pour, si on a une tonnelle en plus pour pouvoir se couvrir du soleil, si ça crame ou même si ça, s'il flotte, c'est assez important, quoi. Donc c'est quand même des moments cool qu'il faut organiser un peu en amont sans y aller en arrache, parce que sinon ça peut participer à des mauvais moments, quoi.
Mais d'ailleurs, elle dit que c'est la raison pour laquelle elle consomme, c'est pour ne pas ressentir la fatigue, justement pour rester éveillée. Ouais. Alors, c'est le cas. Dans pas mal de festoches, il y a quand même pas mal de produits qui tournent. Donc c'est important aussi de le savoir. Alors on est en train de lire le chat en même temps de Tisba, donc merci beaucoup. Bonsoir, pourtant le protoxyde d'azote est utilisé dans le cadre médical, non. Demandons donc au professeur Chalmel. Alors je suis pas éducateur anesthésiste. Pas encore. Mais il me semble, peut-être on a des anesthésistes dans le chat, mais il me semble que c'est pas du protoxyde d'azote qui est utilisé pour les anesthésies. Il me semble que c'est autre chose. Je sais pas si Maëla qui est infirmière. Le méopa. Ouais. Mais alors du coup, ouais, j'avoue, je sais, c'est pas du protoxyde d'azote et je pense que c'est délivré en telle petite quantité dans un masque que ça a juste l'effet de détendre et ça va pas plus loin en fait. En fait, tout ce qui va être administré, à mon avis, en milieu hospitalier, comme le gaz se détend, en fait, la détente du gaz fait qu'il n'y aura pas de risque de brûlure. Et puis vous avez surtout un anesthésiste dont c'est le boulot de ne pas vous faire du mal et de vous empêcher de ressentir la douleur. Voilà. Je doute que le monsieur soit anesthésiste. Oui, il peut y avoir d'autres gaz qui provoquent un peu les mêmes effets, mais qui ne sont pas forcément du protoxyde d'azote. Quoi. Mais c'est une bonne question. Ça vaudrait le coup qu'on vérifie quand même, peut-être pour un prochain live, au moins de pouvoir vous dire quel gaz est utilisé en milieu médical. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Peut-être que... Mais là, tu regardes, c'est ça ? Je peux regarder, parce que ça me questionne. La recherche. Bah, regardons la suite en attendant. Alors, ce ballon, est-ce qu'on va le voir ? Mais il n'y a pas que ça. Dans l'enceinte du festival, la drogue circule partout. Du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy, du LSD. Surtout de la kétamine, un anesthésique normalement destiné aux chevaux, aux effets ravageurs. Là, on dirait que c'est un film de zombies. Alors que dans la réalité, je suis sûr qu'il y a aussi plein de gens qui s'amusent et pour qui ça se passe très bien. Attends, et puis je sais pas si tu as remarqué, mais dans ces reportages, ils ont toujours le timbre de voix qui dit des bouteilles d'eau, du coca, attention, des toiles de tente. C'est toujours très effrayant. Ouais, là c'est vraiment... Je crois qu'il y a une autre réaction, non ? Non, peut-être que certains anesthésistes vont en festoche. Ouais, je pense. Peut-être. Les anesthésistes aussi ont le droit de s'amuser en festival. Paul a 20 ans, il est sans travail et vit sans domicile fixe du RSA. C'est un habitué de ces rassemblements où il dort et se nourrit comme il peut. Alors c'est mon côté assistant social, mais s'il a 20 ans, il peut pas avoir le RSA. Donc en fait, ça donne déjà une peut-être il y a quelques années, c'était journaliste. Une autre loi, non ? Non, aux jeunes, on leur donne pas grand-chose. Okay. Mais là, on va beaucoup rire parce que du coup, ils sont en train de lancer le truc. Bien évidemment, quand on festoche, il y a du produit et en fait, on n'est pas là pour dire que c'est mal ou bien. En fait, si vous souhaitez à un moment donné consommer quelque chose, faites-le de manière lucide, avérée. Et si vous avez un doute sur ce que vous allez consommer ou que vous avez peur, déjà, vous avez votre réponse. Ne le faites pas. Après, même en teuf, qu'elle soit légale ou non légale, même si je suis pas sûr qu'il y a vraiment de teuf légalisé, il y a quand même pas mal, il y a quand même des stands de preuve, il y a pas mal d'associations de prévention qui y vont quand même, qu'on l'accès, donc ça vaut le coup d'aller leur poser la question pour être sûr de pas avoir des effets ultra négatifs. Tout n'est pas aussi noir, tout n'est pas aussi bleu. T'as trouvé ta réponse, Maëla ? Ouais, Tisba, j'ai la réponse. Du coup, dans le cadre médical, c'est du dioxygène et du protoxyde d'azote à 50%, 50% en fait. Ok. 50% de chaque. Donc c'était pas faux. Bien joué, Tisba. Ouais. Ce jour-là, il veut acheter de la kétamine. Il accepte que nous le suivions en caméra cachée. Il lui suffit de se promener au milieu du campement. Très vite, il repère un premier camion où des teufeurs sont en train de sniffer de la poudre blanche. Ah là, il y en a. Allez, calme. Et voilà. Hey. Là, il y a personne qui a fait une balance. L'homme est prêt à lui vendre de la drogue, mais il n'a pas de balance pour peser la quantité. Alors il l'oriente vers un autre camion. Sinon, faut aller voir les fondés. Tu vas par là-bas, tu vas voir. À un moment donné, tu vas voir, t'as un drapeau Hoffman. Juste derrière, petit camion orange. Paul part à la recherche du fameux camion orange. En chemin, 3 hommes l'interpellent. Les dealers vendent à la criée au beau milieu du Technival.
mais ils n'ont que de l'herbe de cannabis, pas de kétamine. Paul repart. Tu avais une réaction ou... Ouais, il y a Tisba sur le chat. Comment expliquer ce que sont les drogues à des enfants en primaire? Oh waouh. Bonne question, Tisba. Demandons au professeur Grasini. Alors. C'est bien parce que mon enfant n'est pas encore en primaire. Des substances qui modifient l'état de conscience, mais après pour un primaire, qui modifie la manière dont tu vois le monde. Ouais, donc tu perçois tes sens et le monde, je sais pas comment on pourrait dire. Je pense qu'il faut rester très simple parce que si on rentre dans le détail, ça peut complètement les perdre. Il faut expliquer que c'est des choses qui se consomment et que quand on les prend, ça fait des effets qui peuvent être variables selon comment on est, selon qui on est. Et que des fois, dans ces effets-là, il y a l'envie d'en reprendre et que ça peut prendre tellement de place, ces envies-là, et ben que ça peut devenir dangereux. Voilà, je pense que si vous dites ça à un enfant en primaire, déjà, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, ça dépend à quel âge il a exactement. 7 ans et demi, je pense. Mais la volée comme ça. Mais voilà, et puis des fois, il y a des enfants qui vont avoir envie de poser d'autres questions. Et il y a plein d'exemples en fait dans notre quotidien. On peut expliquer ce truc-là. Enfin, les enfants en primaire, ils repèrent que dans leur environnement, il y a des gens qui consomment de l'alcool, soit au sein de la famille, soit au niveau du bar, soit dans les regroupements familiaux, dans les cousinades, dans les mariages. Et en faire un sujet, c'est quand même intéressant. Et puis pouvoir apporter des éléments de plus en plus précis quand ils grandissent ou quand ils posent les questions, ça permet de mieux comprendre derrière. Quand ils grandissent, on peut dire que ça fait des effets sur le cerveau, par exemple. Enfin, que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on se souvient tous de soirées où on a vu nos parents ou nos oncles et nos tantes mais un peu du coup, bourrés, tu vois, mais- d'aborder le terme psychoactif par l'alcool ou même par le tabac, qui est encore suffisamment présent, ça peut être aussi plus facilitant pour pouvoir l'expliquer à des petits. Ok. Merci Tisba. Il y avait une autre réaction. Ouais, il y a Gwen the Black qui dit que le méopa, c'est un mélange de protoxyde, du coup, je suppose, et d'oxygène. Ok. Merci. Merci, Gwen the Black. Vous le connaissez, c'est pour ça? Ouais, je crois savoir. Alors poursuivons dans notre Technival. Sur le tarmac de l'aéroport désaffecté, un corps couché à même le goudron. Paul n'y fait pas attention. La camionnette orange des dealers qu'il cherche est stationnée quelques mètres plus loin. Les demi, je suis pas sur 40. Non. Ouais, truc, 40 grammes. Yeah, it's good one. Big one. Dans la camionnette, des jeunes vendent ouvertement ce produit interdit. Ils le font entrer sur le site dans des bouteilles, sous forme liquide, indétectables par les chiens policiers. Puis ils le transforment dans des poêles, ils font évaporer le liquide jusqu'à obtenir une poudre blanche. Pour 40 €, Paul repart avec 1 gramme de poudre fabriquée sur place. Soutenir les commerçants locaux. Non, je rigole. Il va maintenant sniffer la kétamine dans une voiture avec d'autres teufeurs qu'il vient tout juste de rencontrer. Les gens dehors, t'en veux? Ouais, peut-être moi, c'est toi? Bah viens. Comme souvent sur les Technival, Paul partage avec ses nouveaux amis. Il dispose la poudre en petits tas, que chacun va ensuite inhaler. Alors ça, je fais une pause, mais consommer des produits psychoactifs, enfin là, aucune assurance que ce qu'il ait acheté, ce soit de la kétamine. Pas d'indication sur le niveau de concentration aussi du produit. Des conditions de prise, là on le voit en train de faire ses lignes avec un truc qui est complètement pas adapté. Enfin, en termes de réduction des risques, il y aurait plein de conseils à donner en fait à ce jeune consommateur. Et puis il y a un truc moi qui m'interpelle, c'est consommer avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, ça pour le coup, c'est presque la situation hyper risquée, quoi. Enfin,
tu te retrouves dans un espace clos avec un produit. Je suis pas sûr qu'ils vont en tester une petite quantité, par exemple, avant. Hein. Ça peut être un conseil de réduction des risques si jamais un jour vous décidez de consommer un produit. Comme le disait Laurent tout à l'heure, de pouvoir vous renseigner sur ce que c'est, sur ce que ça fait, c'est quoi les effets attendus, c'est quoi les risques que vous prenez en le consommant, et surtout une espèce de règle élémentaire pour tous les produits. C'est même si c'est un produit que vous connaissez, de pouvoir, quand vous l'achetez comme ça sur un site, sur le site du festival, d'abord tester une petite quantité de produits et d'attendre de voir quels effets ça fait. Voilà. Et des fois, de bien attendre. Moi, j'ai rencontré des consommateurs en festival qui avaient pris, par exemple, de la MDMA, qui, au bout de 20 minutes, disent pas sentir d'effet. Du coup, ils reprennent derrière et ils se tapent une dose trop importante. Ils vont vivre un super mauvais moment. Et puis, une fois que c'est parti, quoi. Ouais, j'en ai rencontré aussi. Il en avait pris 2 en une demi-heure, en entier. Et si on sait déjà qu'on peut ou qu'il y a la possibilité de consommer lors d'un festival avec ses potes, déjà faites-le avec vos amis dans un premier temps, et pourquoi pas contacter une CJC ou même un XAPA pour avoir du matos de réduction des risques, pour être sûr que le moment où vous allez le consommer, vous n'allez pas déjà consommer le produit avec des trucs dégueux. Par exemple, là, il aurait pu très bien avoir un roule à paille ou d'autres trucs pour mettre sa quête dedans. Et encore, je rejoins Romain, il ne sait pas du tout ce qu'il consomme, c'est pas du tout safe. Il consomme avec des gens, il n'est pas dans un environnement sécurisé, ça veut dire que peut-être qu'il va consommer, il va être défoncé, il va se faire complètement lyncher, enfin j'en sais rien, c'est vraiment ce que quand on rencontre des jeunes en sensibilisation, c'est ce qu'on leur dit le plus en fait. Si vous le faire, faites-le, mais faites-le d'une manière safe, avisée, et vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, quoi. J'avais appris le mot trip-sitter un jour et j'avais bien aimé d'avoir un trip-sitter autour de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui consomme pas ou qui a l'habitude de consommer. Et pourquoi pas sur notre super Linktree que le professeur Shellman a créé, aller sur le dico des drogues pour être sûr de l'effet d'une possible consommation, parce qu'on a déjà entendu qu'en festival on pouvait avoir de la kétamine, mais qu'est-ce que c'est exactement la kétamine, quel effet ça fait. Du coup, si on a un pote qui a consommé de la kétamine mais qui réagit pas du tout à ce qu'on a lu en amont, on est déjà plus au fait qu'il y a un truc qui va pas. Alors que si on connaît pas du tout le produit et qu'on a juste entendu parler de ça et de ci, enfin vraiment, allez-y d'une manière un peu plus éclairée. D'autant qu'il y a des super sources d'informations. Enfin, maintenant, sur Internet, vous avez des associations. Alors là, on est sur le milieu un peu techno. Vous avez Techno Plus, qui est une association hyper investie dans ce désir de permettre aux gens qui souhaitent consommer de pouvoir être informés. Ils ont, Technoplus, développé depuis plusieurs années tout un ensemble de flyers qui donnent des conseils de réduction des risques. C'est des flyers extrêmement complets et qui permettent vraiment d'avoir, on va dire, la synthèse des infos à avoir pour décider ou pas si vous y allez. Et si vous y allez, parce que ça peut être un choix de vouloir consommer un produit, et de pouvoir y aller en ayant le maximum de sécurité autour de soi, quoi. Il y a Tisba qui nous a posé 2 questions. Alors non, la première, c'est pas vraiment une question. Ok. Parce que la première, il explique que les écoles primaires sont souvent à côté de collèges et que certains, en 4e, 3e, commencent à fumer des spliffs. Des primaires peuvent aller voir ou entendre parler. D'où la nécessité de leur expliquer ce que c'est. Voilà. Sans rendre le truc interdit, parce qu'on est toujours très attiré par l'interdit quand on est adolescent. Et puis la deuxième question, c'est qu'entendez-vous par matos de réduction des risques ? Notre collègue infirmière va vous le présenter. Le matériel en fait de réduction des risques, c'est du matériel propre, stérile, avec vraiment des dates de péremption, des choses comme ça qui sont contrôlées, que nous on distribue dans les XAPA gratuitement, qu'il y a aussi dans les CARUD dans certaines villes et aussi en pharmacie, mais souvent c'est payant. Donc chez nous c'est gratuit, donc ça peut être ça va être des seringues, ça va être des kits injections, ça va être des lingettes nettoyantes, ça va être des crèmes, ça va être en fait tout le matériel nécessaire pour consommer des produits
mais de manière, comme on disait tout à l'heure, en fait, sécure, safe, et pas faire ça comme le monsieur dans son camion, là, un peu à l'arrache, avec des trucs sales, ou des trucs qu'on servit à d'autres, ou du partage, ou voilà, des choses comme ça, pour éviter en fait la transmission de maladies, et puis et consommer voilà, des choses vraiment très sales. C'est un vrai pan des structures en addictologie depuis plusieurs années. C'est de considérer on a dans la population des gens qui font le choix de consommer des produits. On a aussi des gens qui sont malades et qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont dépendants ou addicts et qui consomment des produits. Et une manière déjà de les accompagner, de réduire les risques et les dommages liés à ces consommations, c'est de leur permettre d'avoir accès à des informations et à du matériel de réduction des risques et des dommages, RDRD. Et ça a amené depuis les années 80 à développer plein de conseils, de manières de donner des conseils et de matériel pour réduire les risques et les dommages. Mais en fait, la RDRD, c'est pas un truc nouveau, tout le monde connaît. Par exemple, quand on met des préservatifs à disposition dans les infirmeries scolaires, c'est une manière de réduire les risques de transmission d'infections sexuellement transmissibles, de grossesses non désirées, etc. Qu'on pourrait se dire, on leur donne du matériel, donc on leur donne les moyens de consommer, c'est incitatif, etc. Il y a plein d'études qui montrent que le matériel de réduction des risques, c'est pas incitatif. Et on sait que d'expérience, d'observation sociologique, que quelqu'un qui a envie de consommer, il va consommer. Et donc, autant être là, nous, acteurs de santé, de prévention, pour permettre que les usages fassent le moins de dégâts en population de personnes qui consomment. Voilà. Vous avez, si vous voulez aller plus loin sur la réduction des risques, je vous invite à taper le nom de Pierre Chapard. Pierre Chapard, c'est un grand nom de la réduction des risques. Et c'est quelqu'un qui est très investi sur cette mission-là et qui est souvent invité pour parler de la réduction des risques. Voilà. Ok. Si Pierre Chapard nous regarde un jour, on lui fait des bisous. Vous êtes bienvenue pour venir sur un live. Ok. L'effet est quasi immédiat et peut durer plusieurs heures. Ça procure quoi, ça, comme sensation, la kétamine? Euphorie, un peu bien-être. Il y a un relâchement des muscles. Voilà. Cette drogue est surtout très dangereuse. Hallucinations, blackout, perte de mémoire et de coordination. Des risques qui ne refroidissent pas les jeunes gens. Bon allez. Bah ouais. Pour tenter de canaliser... Je fais une petite pause, mais par exemple, là, sur le moment de consommation dans la voiture, je ne sais pas si vous avez observé, donc il a fait ses lignes avec un outil qui n'est pas du tout adapté, sa carte qui doit être assez sale, pleine de bactéries. Surtout, ils ont partagé le support pour sniffer. C'est-à-dire, à un moment, le support il revient de l'arrière de la voiture, donc on déduit qu'en gros, il a préparé plusieurs lignes, ils ont chacun consommé sur le même support. Alors on pourrait se dire, où est le problème puisque chacun a sa ligne? En réalité, quand on consomme des produits par sniff, par exemple, les produits, ils peuvent irriter la muqueuse nasale, faire des micro-lacérations au niveau du fond de la cavité nasale, et ça peut faire des micro-gouttelettes de sang qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, et qui vont venir éventuellement contaminer le support qui est utilisé. Et si derrière, on trace, on consomme un produit en trace derrière quelqu'un où il y a eu des micro-gouttelettes de sang et que cette personne-là, elle a une hépatite, elle a le virus du sida, on prend un risque de contamination en fait par le mode de consommation. Voilà. Okay. Dès ces excès, plusieurs associations se sont invitées sur le Technival. Elles sont regroupées sous ce chapiteau. C'est le logo. Vincent est bénévole de l'association Technoplus. Il accueille et alerte les festivaliers. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un chill-out. C'est un espace de repos. Ça peut sembler du luxe, mais en fait, ça l'est pas. C'est un vrai moyen de réduire les risques parce que ça permet aux gens de se reposer sur des festivals qui durent 4 jours. Les gens, il y a un moment, ils ont besoin de dormir. Et ça permet de garder aussi les gens à vue. Quand il y a des gens qu'on voit qui vont pas très bien, qu'ils arrivent en titubant, on peut aller les voir. Un petit havre pour teufeurs en détresse. Assis sur des poufs ou des tapis, ils peuvent venir décompresser pendant quelques heures. Sur le stand de Vincent, il y a aussi des tranches flyers. Il détaille les caractéristiques et pointe les risques des différents produits stupéfiants. Il y a aussi des kits pour prendre de la drogue proprement. Ça s'appelle le roule-tapaille.
Une paille, c'est pour sniffer. C'est la paille qu'utilisent les gens pour consommer de la drogue par voie nasale. L'objectif du roule ta paille, c'est vraiment de favoriser la paille à usage unique. Et on voit que dans le milieu techno, dans le milieu de la free party, actuellement, il n'y a plus d'échange de paille, alors qu'il y a 10 ans, c'était la norme. Tout le monde échangeait ses pailles. Ça sniffait avec des billets, avec des pailles en verre, des pailles McDo que les gens se faisaient tourner. Et ça, ça a transmis beaucoup d'hépatite C. Donc on est très content de l'efficacité de cet outil. Si les produits interdits circulent avec une telle facilité dans l'enceinte du Technival, c'est parce que les gendarmes n'y mettent pas les pieds. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Mais cool. c'est quand même cool d'avoir fini là-dessus et de mettre en valeur aussi, de ne pas mettre en valeur que les teufeurs qui sont allongés par terre, etc. Mais de montrer qu'il y a aussi des dispositifs. Mais il y a plein de teufeurs qui vont en teuf sans prendre le produit. Aussi. Pas stigmatisé non plus. Et puis il y a plein de gens dans les consommateurs qui ont plein de compétences dans la réduction oui. des risques, qui préparent leur festival, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ça se prépare un épisode de consommation. Et c'est peut-être un truc que vous pouvez garder pour ce soir. Si vous partez en festival, vous pouvez préparer votre festival. Anticiper le risque, carrément. Et prendre un peu de repos après aussi, ça peut être bien. Peut-être créer une entreprise pour prévoir des festivals. Ça peut être pas mal. Moi, Bon bah voilà, c'est la fin de ce premier reportage. Ça vous a plu? Merci. Ouais, c'était. Comment? C'était le tien? Oui. Ouais. Très bien. Stylé. Alors moi, ça me fait quand même regretter de ne pas être allé au Hellfest ce week-end. Cette année. Ouais. Il a fait très chaud a priori. Voilà. Par contre, c'est rigolo parce qu'ils ont quand même choisi 2 festivals. Enfin, t'as d'un côté une free party, truc pas déclaré. On va dire au niveau organisation, ils ont choisi 2 extrêmes. Et je trouve qu'ils n'ont pas bien amené dans le reportage le fait que festival, ça peut être plein de choses, quoi. Oui. Le festival, ça peut être la free party dans un lieu sans déclaration préalable, avec les mecs qui viennent installer leur sound system. Et puis t'as aussi le gros festival, enfin le Hellfest. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont déjà fait des gros événements, mais tu as toute une infrastructure derrière, tu as des plans, tu as une organisation, tu as de la sécurité. Et le reportage glisse entre les deux, je trouve. Ouais. Bon. C'est un peu sensationnaliste, globalement. W9, quoi. On a une nouvelle question. Est-ce que les nouvelles drogues de synthèse, les trucs bien sales, sont si répandus que cela, notamment dans nos contrées rurales, genre drogue du crocodile, etc. On a du mal à bien appréhender l'ampleur du phénomène sur les NPS, donc les nouveaux produits de synthèse, qu'on appelle aussi des fois les RC, Research Chemical, molécules de recherche. En France, les données que j'avais lues sur l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, c'est que ça reste quand même à la marge. Alors on a sur certains phénomènes des augmentations ces dernières années. On a plein de molécules différentes aussi, c'est-à-dire que les nouveaux produits de synthèse, c'est à voir comme toute une famille de molécules. Vous avez par exemple les cannabinoïdes de synthèse, vous avez les catinones, et c'est difficile de bien suivre l'évolution de tout ça. Moi, je regarde plutôt la statistique pour les jeunes, là, dans le cadre de la CJC, et on n'a pas de phénomène d'ampleur. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent, quand on a un phénomène un peu émergent, on en parle beaucoup, ça inquiète beaucoup, on n'en sait pas grand-chose, donc on peut avoir comme ça des discours dans les médias qui sont parfois hyper alarmistes. Et en fait, dans les faits, en termes de dégâts, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont réellement en souffrance, et puis on a l'occasion d'en accompagner des fois en XAPA ou en CJC, mais par rapport à des produits plus classiques comme l'alcool, le cannabis, le tabac, qui font aussi beaucoup de dégâts, on a des niveaux de consommation sur le territoire qui n'ont rien à voir, quoi. Donc on reste attentif, voilà. Il y a Tisba qui continue sur cette question. C'est que la vraie question, parce que c'était une fausse question, celle-là. Est-ce que nos jeunes peuvent facilement tomber sur des trucs bien dégueux? Donc quand je lis « est-ce que nos jeunes », ça veut déjà dire que Tisba a un certain âge. Notre jeunesse. Elles peuvent facilement tomber sur des trucs bien dégueux. Après, on gradue pas vraiment le produit psychoactif dans nos accompagnements parce que les effets sont délétères en fonction du produit qu'ils vont prendre. C'est plutôt leur dire que oui, il y a un risque si à un moment donné ils consomment quelque chose très tôt, ils vont peut-être avoir envie d'aller vers des choses, comme ils disent, plus fortes.
Même si je suis pas sûr que graduellement, moi je me pose la question de dire fort ou pas fort, est-ce que ça a du sens? Même le truc de drogue dure et drogue douce aussi, c'est un gros débat ça. Une fois j'avais entendu dire il n'y a pas de drogue dure et de drogue douce, c'est des consommations dures et des consommations douces. Mais je sais pas si... Vous voulez un point historique sur le sujet? C'est bien. Quand Bernard Kouchner était ministre de la Santé, donc il n'y a que Maëla ici qui a dû connaître cette période-là. Non, elle était déjà vieille. Il avait demandé un rapport sur la toxicité des drogues dans l'environnement social, qui a été fait par Bernard Roch, qui était un spécialiste, un peu un chimie. Je travaillais dans la chimie ou un truc comme ça. Et en fait, ce qui était génial avec le rapport Roch, c'est qu'il arrivait à la conclusion qu'il fallait pas du tout classer les produits comme drogue dure d'un côté, drogue douce de l'autre, et qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus individuel, et qu'il y avait certains produits qui, à l'époque où le rapport est sorti, étaient considérés très safe parce que licites, comme l'alcool notamment, et que l'alcool et le tabac, ça restait les deux produits qui faisaient le plus de dégâts. Voilà. Et je vous parle de ça, on était rapport Roch, ça doit être dans les années 80 ou 90, un truc comme ça, quoi. Donc si on peut abandonner cette idée de drogue dure, drogue douce, souvent avec l'idée c'est naturel, donc c'est moins dangereux qu'un produit synthétique. Et c'est impactant dans leur manière de penser, surtout quand on entend drogue douce, par exemple le THC. Comme c'est doux, ils ont tout de suite oui, mais c'est moins important que si c'était de la cocaïne. Et en fait, si tu commences à consommer du THC à 12-13 ans, forcément, il va y avoir un impact sur ta construction après. Et ça, il faut qu'ils en aient conscience, quoi. C'est individualisé, cette question-là. Il y a des trucs qui vous font rire dans le chat? Non, c'est parce que Baptiste dit qu'il aura toujours 25 ans. Donc on peut envisager déjà qu'il en ait 40, 42. Et puis Bernard Roch, il était programmé au Hellfest. Peut-être qu'il s'était... C'est super drôle comme vanne. Je la pique parce que sur la présentation, ça me fait marrer, mais je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour comprendre. Et sinon, juste pour finir sur la question de la disponibilité, c'est vrai que c'est assez facile aujourd'hui, peu importe où on est en France, d'obtenir des produits parce que la manière de délivrer le produit a changé. Avant, quand on voulait acheter un produit, il fallait aller sur un point de deal. Et avec le développement d'Internet, des messageries cryptées, aujourd'hui, on peut plus facilement accéder à des produits. Et puis Internet, ça permet aussi de commander directement des fois des produits qui arrivent par la poste, notamment sur les nouveaux produits de synthèse. Voilà. Donc c'est vrai que l'accessibilité des produits, il y a 40 ou 50 ans, il y avait certains produits qu'on voyait que en milieu urbain et que au sein de certaines catégories socio-professionnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des produits sont accessibles et pour une grande partie de la population, peu importe le lieu d'habitation. Et ça tombe très bien que tu parles d'accessibilité parce que ça me fait penser à la vidéo de Laurent qui est très marrante. Donc je vous propose qu'on la regarde, comme ça on va continuer sur ce sujet. C'est celle-là. La bêtise à 8 €. C'est important. Tu vois, je suis désolé, quand tu payes une 8 €. Ah oui, non. Alors que tu vas... Hop. C'était la meilleure vidéo de la soirée. Tu vois, je suis désolé, quand tu payes une 8 €, alors que tu vas au Carrefour et tu la payes 1 €, c'est du vol! La vie de ma mère, c'est du vol! Alors, voilà. Vous avez peut-être trouvé cette vidéo chelou. T'avais un coup de gueule à passer sur le coût de la bière en festival. C'est mon côté assistant social, peut-être un peu pingre aussi, parce que à chaque fois ça me fait rire l'inflation du houblon en festival, c'est important de le noter. Mais on fait aussi de la réduction des risques en se disant on part en festival, on n'a pas du tout calculé le coût d'un festival. Il y a des applications et même des sites qui peuvent maintenant référencer quel type de festival est plus cher que d'autres. Par exemple, il y a quelques temps, j'ai fait Rock en scène. Même avec un salaire, Rock en scène, faut pas le faire en étant étudiant, quoi. C'est ultra cher, tout est un truc de ouf. Et en fait, ça m'a fait marrer cette vidéo parce que je me suis dit, on va en festoche, ok, mais si on se met dans le rouge financièrement parce qu'on a dû payer des coups à des potes ou on est parti un peu en sucette parce qu'on était un peu bourré. Je parle pas de mon expérience, l'expérience de certains amis que je connais très bien. Et je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît. Exactement, où on se retrouve à manger des pommes de terre et des pâtes tout le mois parce qu'on n'a pas fait gaffe. Et ça aussi, c'est un truc à organiser. Pourquoi pas se dire,
je fais gaffe, je bloque mon compte ou je mets 100 balles, 100 euros ou j'en sais rien, 50 euros en fonction de mes moyens sur mon compte chèque. J'ai ma carte bancaire et quand j'en ai plus, j'en ai plus. Et maintenant, il y a pas mal de festivals, non le Hellfest, mais quasiment tous les gros festivals qui sont produits par des grosses boîtes. Maintenant, on peut avoir accès à des moyens de paiement. Alors, il faut faire gaffe parce que si on le paume, moi, un de mes collègues m'a avoué qu'on lui avait donné une carte qu'il n'avait pas payée et donc il s'était rincé pendant tout le festival. C'est honteux. La pauvre personne qui avait mis de l'argent sur ce moyen de paiement était sûrement très triste. Mais ça peut limiter l'impact négatif sur un budget. Et ça, c'est pas, je pense, à minorer non plus, parce que si on se retrouve avec des moins 300 euros de découvert et on n'avait pas calculé, ça peut faire mal. Mais il y a toujours un débat sur le prix des drogues légales, pour le coup, tabac ou alcool. Est-ce que mettre un prix plancher ou un prix minimum, ça moi, je serais à moins consommer, etc. Comme Léonidas, qui a rebaptisé Baptiste, ou Tisba, 8 euros la 8 c'est abusé. Hein, franchement. Peut-être que les festivals, ils vont la mettre cher, comme ça les gens vont moins consommer parce qu'ils sont à fond sur la prévention. Non, la difficulté aussi en festoche, et ça, faut le savoir, c'est qu'il y a beaucoup de festoches qui interdisent aux festivaliers de rentrer maintenant avec leur propre alcool. Donc, tu arrives dans le festoche, tu as prévu de t'amuser avec tes potes et il faut forcément payer assez cher finalement ta conso. Alors ça te limite, mais par moment, en fait, si tu as vraiment envie de faire la fête, ça peut partir vite, quoi. Ça rejoint pour moi la question de la préparation. En fait, préparer le festival, c'est pas uniquement le duvet, la tente et puis la bouteille d'eau. C'est déjà très bien de prévoir ça. Mais c'est aussi de dire qu'est-ce que je peux faire comme dépense si on a peur aussi de dépenser ou alors si on sait qu'on est sensible quand on est sous un effet de produit, parce que des fois dans l'ambiance d'un festival ou même dans l'ambiance d'un bar, on peut avoir envie de faire plaisir aux gens qui nous accompagnent. On y va, on sort la carte, on paye une tournée, on paye des pichets. Nous, souvent, les conseils qu'on donne aux gens comme ça qui se mettent en danger financièrement, c'est de pouvoir anticiper et peut-être de partir au festival avec une somme d'argent en liquide, quoi. C'est-à-dire de laisser votre carte bleue. Ou avec les cashless aussi, c'est un peu ça aussi. Ou de vous mettre, ou de laisser la carte bleue dans la voiture, par exemple, parce que vous pouvez avoir besoin de la carte bleue pour y aller et revenir. Mais de pouvoir limiter comme ça, quoi. Le problème aussi des cashless, moi, je trouve ça assez pas dangereux, mais c'est assez touchy parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la monnaie. Tu vois, t'as l'impression que tu payes pas. Et en fait, la première fois que je suis arrivé avec le bracelet, tu vois, t'avais mis ta thune sur ton bracelet. Déjà, il faut savoir que pas mal de festoches qui sont produits par Aeroc, qui est une énorme boîte. Tu mets par exemple 50 €, mais en fait, tu n'as que 45 € parce qu'ils t'ont pris 5 balles de frais d'activation de dossier. Et en fait, tu arrives à ton truc et en fait, ils ne te disent pas le prix. Bah oui. Et en fait, c'est sur le cashless, ils te disent tant que tu peux payer, tu payes. Et en fait, ça, c'est assez, je trouve, c'est clairement capitalistique pour faire du chiffre. Et il y avait pas mal d'associations de consommateurs et de festivaliers qui avaient dit qu'il fallait arrêter ce genre de pratique parce qu'en fait, une fois que tu as bu une ou deux pintes, bien évidemment que tu vas faire moins attention. Dans le contrôle. Ouais, c'est clair. Donc, faut le prendre en considération. Je trouve que c'est une vidéo qui m'a fait marrer, mais ça m'a rappelé aussi des dimanches soirs avec mes amis après certains tu regardes ton compte en banque. Pourquoi j'ai fait ça? Et on se rappelle pas la moitié des verres qu'on a payés ou ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est à prévoir. Mais c'est vrai que si on a peur de perdre son moyen de paiement, par exemple, il y a des applis maintenant qui existent. Tu peux commander une carte éphémère, par exemple, et tu mets juste un certain montant dessus et tu. Il y a de moins des fois, c'est cette peur-là aussi. Mais il y a de moins en moins, faut le savoir, qu'il y a de moins en moins de gros festivals qui acceptent le liquide. Bah oui. Parce que d'une manière fiscale, c'est bien plus compliqué à déclarer. Et donc, ça pousse aussi des festivaliers. Alors après, sur un public CJC qu'on accompagne, ils sont plus au fait de tout ça. Mais il faut faire gaffe quand même. Ok. Eh ben, on peut peut-être regarder la deuxième. C'est laquelle déjà? Alors, il y a Tisba qui a l'air super bien renseigné quand même, qui a les chiffres. Parce qu'il nous dit 1 million de pintes vendues au Hellfest cette année. Et 1 million de pintes, ça commence à représenter ça fait 500 000 litres. Ouais. Oui. Oui. Eh ben. Ça fait beaucoup. Et on parle pas du muscadet. Alors pour la petite histoire, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps où il y a carrément sous le sol. Oui, des pipelines. Des pipelines ah ouais. pour recharger. Une plomberie. Mais c'est un truc de dingo.
Parce qu'en fait, sinon, c'est une logistique horrible de devoir amener les fûts de bière parce qu'ils débitent en continu. C'est impressionnant. Pour avoir vu au Hellfest en direct, c'est impressionnant la logistique autour de ça et le débit en permanence. Moi, les gens derrière le bar, c'est du non-stop. Quoi. Bah ouais. Au samedi soir à Rennes, même pour la fête de la musique, ils s'arrêtaient même plus. Ils avaient plein de pintes, ça tournait, ça ruisselait dans le sol. Peut-être qu'on fera un live sur les troubles musculo-squelettiques des barman un jour. Ça peut, pourquoi pas. On regarde la deuxième de Laurent, du coup. C'était celle-ci, non, c'est pas celle-ci, c'est celle qui est en bas. Là. Alors, méfie-toi, il va falloir switcher. J'en avais envoyé 3 parce que moi, j'ai vachement bien bossé. Tu penses là? Ouais, c'est bon. On est dessus. Alors. Moi, j'étais plutôt dans la prévention sur cette vidéo parce qu'elle m'a fait penser à un de mes meilleurs amis. Je ne citerai pas, peut-être qu'il regardera cette vidéo. Il y a 2 moments à risque, peut-être plus. Le mec, il a l'air d'être bien. Il a chaud. Il a l'air de bien s'amuser. Il a l'air d'être bien en forme. J'ai eu peur qu'il se prenne la barre. Quand tu commences à t'accrocher aux barrières, en général, c'est que Et je me suis dit, il va passer d'un usage simple à un usage à risque, voire nocif, quand il va prendre la barrière dans la tronche. Donc, est-ce qu'il la prend dans la tronche? Regardons la suite. Malheureusement, il ne la prend pas. Waouh. Ce qui m'a fait aussi penser pour lui. Ouais, mais ce qui m'a fait aussi penser à un truc qui, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait penser aussi qu'il fait du soleil et qu'en festival, souvent, comme on est en été, il fait ultra chaud. Alors déjà prévoir peut-être dans son kit de festivalier un peu de crème solaire. Ça pourrait être cool. Un bob. Pour pas se retrouver un bob parce une casquette pour le monsieur. Il a pas trop de cheveux sur voilà. Et plus puis, Team Bob, moi je sais pas vous, mais ouais. C'est pas le sujet. Je suis Team Bob aussi. Et puis là, il a l'air d'être tout seul. Le gars, il est complètement défonce. Il se fait sûrement filmer par un gars qu'il connaît pas. Ça aussi, ça m'a vachement interpellé en me disant. Mais il vit sa musique, il est peut-être sous-produit ou non, il kiffe son moment et en fait, il se fait un peu voler son image. Il a rien demandé. Puis l'intérêt d'avoir des potes là qui pourraient lui dire genre recule-toi un peu de la barrière ou on s'arrache parce qu'il y a un gars qui est en train de te filmer. Aussi. Et la notion aussi du soleil, parce que je l'ai vécu en disant waouh, je m'étais pas assez hydraté, je m'étais pas donc le lendemain je travaillais, j'étais rouge comme une écrevisse, c'était sympa. Ouais. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment quand on va faire des festoches. On le vit une fois et puis après on se dit il faut que je prévoie de la crème solaire. Il faudrait mettre des petits distributeurs de crème solaire comme les gels hydroalcooliques, ça serait bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est une bonne idée. Ça existe, certaines communes le font sur les plages, dans les parcs et tout, ils le font. Mais c'est un petit budget aussi, donc voilà. On a des coucous de la CJC de Saint-Malo, donc coucou Amandine. Alors, coucou la CJC de Saint-Malo. Ah oui, ça je pense. Alors, je sais pas si c'est la CJC de Saint-Malo qui nous fait bonjour. Titi THZ qui dit bonjour à la CJC de Saint-Malo. Ok, coucou la CJC de Saint-Malo. Voilà. Ok. On est d'accord, on est la CJC de Fougères. Hein. Oui. Ouais. Mais du coup, on leur dit bonjour. Ah, bonjour Saint-Malo. Bonjour. On vous embrasse. Bonjour. C'était sûrement à Saint-Malo d'ailleurs, ce festival. Non, mais en Bretagne, enfin, la région de France, on a plus de cancer de la peau aussi parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est hyper exposé, alors que si. Donc, il y a on met de la crème solaire. Sur cette vidéo, pour terminer avec ma super vidéo, mais elle était géniale, bravo. Aussi qu'il aurait pu cogner la dame derrière, et ça m'a rappelé une scène en festival où hyper enjoué, quelqu'un commence à danser mais fait tomber une dame et là le copain de la dame n'est pas très content, donc ça part un peu en baston général. Et en fait, si là il avait été avec des potes ou que la copine, j'en sais rien, s'était rendu compte qu'il était un petit peu trop dans sa musique, voilà, on aurait peut-être pu éviter quelque chose. Quand on est sous-produit ou qu'on a trop consommé, c'est quand même assez important d'être entouré. Ouais. Et de se dire par soirée, il y a peut-être 1 ou 2 potes, si on est 4, je sais pas, le chiffre d'or 5 en festival, c'était notre règle. On en était 2 qui consommaient pas et 3 qui se la collaient.
Et donc, on pouvait quand même ramener les potes quand ils étaient trop fatigués ou leur éviter de faire trop de conneries. Parce que c'est vrai que ce que tu disais au niveau des émotions, même tu peux avoir des émotions qui sont un peu plus exacerbées, un peu plus intenses, on va dire, et les substances aussi, ça peut accélérer tout ça. Donc, Et puis il y a des produits, je pense Ecstasy, Taz, MDMA, c'est la même chose, en fait, qui mettent à risque de ne pas sentir l'échauffement du corps. En fait, on va avoir des sensations qui vont être un peu différenciées. On peut avoir des risques d'hyperthermie avec certains produits ou d'hypothermie à l'inverse, parce qu'on est différent dans ces sensations. Et vous avez des gens qui sont capables de se déshydrater en dansant pendant des heures. Vous avez des gens qui sont capables de pas du tout percevoir que l'environnement il fait beaucoup trop chaud pour s'agiter, ou à l'inverse qui fait beaucoup trop froid pour être en t-shirt. Et derrière avec des vrais risques, quoi. Donc là, le monsieur il doit avoir chaud, quoi. Enfin, puis il est près des caissons aussi. Il a pas l'air d'avoir des bouffons d'oreilles. Donc, on l'a pas dit tout à l'heure, mais je crois qu'en termes de réduction des risques, c'est genre on conseille 10 minutes de pause toutes les 45 minutes ou 30 minutes toutes les 2 heures. C'est un truc comme ça. Si jamais on n'a pas de bouchon, ou alors se mettre à l'arrière aussi. En face faire des pauses. Quand tu es à côté du son, tu veux dire? Ouais. Ok. Ou même globalement faire des pauses aussi, c'est bien. Après, ce qui est compliqué, c'est aussi que tu t'es battu pour ta place. Mais c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est un peu... c'est des conseils qui tiennent pas vraiment, parce que tu t'es battu toute la journée pour être au bon endroit, et puis on te dit, allez, il faut que tu fasses une pause. Non, je suis désolé, je vais pas la faire. Sauf si tu vas juste pour la musique techno, par exemple, où tu n'as pas forcément besoin de voir le spectacle, entre guillemets, qu'il y a sur scène. Mais... Alors après, on le disait tout à l'heure, il y a aussi des trucs, on parlait de l'eau tout à l'heure, de l'hydratation. Moi, je me souviens au Hellfest, il y a quelques années, la pertinence d'y aller avec un camel bag. Vous savez, c'est ces sacs à dos qu'on peut remplir avec du liquide. Alors, bien entendu, il y a des gens qui le remplissent avec de l'alcool pour rentrer sur le site du festival avec de l'alcool. Mais si vous allez avec un camel bag plein d'eau, ça vous permet de vous hydrater au fur et à mesure de la journée. Parce que souvent, au festival... il y a des gens qui boivent pas du tout d'eau de toute la journée, qui vont essayer de se réhydrater le soir en rentrant, qui vont se descendre 1 litre, voire 2 litres de flotte, ce qui est extrêmement désagréable pour le corps, qui peut même être dangereux en fait de boire trop, de s'hydrater en trop grande quantité trop vite à un moment donné, et c'est pas du tout efficace. Donc moi, ce serait mon conseil hydratation, le camel bag, mais plein d'eau, comme ça, on peut s'hydrater au fur et à mesure de la journée. Et puis, si on n'a pas les sous pour investir dans un camel bag, eh ben, on peut investir juste dans des bouteilles d'eau et se dire régulièrement, on va recharger. Il y a des points d'eau. On envoie un de nos potes, comme ça, nous, on reste devant. C'est ça, et on garde la place. Il va avec 3, il arrive à... S'il y arrive, de revenir avec 3 parce qu'une main stage au Hellfest, c'est vrai que ça peut être compliqué d'aller au point d'eau. Quoi. Et puis... Mais des fois, les vigiles donnent de l'eau. Ceux qui sont près de la scène. Devant. Mais ceux qui sont vraiment près de la scène. Il y a l'idée aussi qu'il y avait beaucoup de personnes dans un endroit très restreint. Et en festoche, j'ai vu plein de monde se déguiser. Ça, je trouvais ça assez cool. Pour pas se perdre, en fait. Et, au début, je me disais, c'est pour faire les guignols. Mais en fait, non, ils étaient plutôt en groupe. Et plus c'est flashy, plus on se voit. Et en fait, si on a perdu un de nos potes parce qu'on a été pris dans un pogo ou dans un truc durant le concert, à la fin, on galère pas 3 heures à le retrouver. Et puis si on le voit pas, on peut le décrire aussi aux secouristes en disant il est déguisé de telle manière. Et donc ça peut favoriser. Des gens qui avaient des ballons d'hélium. Trop bien ça. Je l'ai vu dans plusieurs festoches. C'est trop bien. Hyper stylé parce que du coup, on les repère de vachement loin. Et c'est les stars de la soirée à chaque fois. Parce que tout le monde leur dit c'est génial votre truc. Alors il y a Tisba qui fait une remarque très pertinente qui parle du cerveau qui doit cogner à l'intérieur de la paroi. Non, mais il y a un vrai truc de réduction des risques qu'on peut tirer. En fait, les mouvements qu'il est en train de faire, le monsieur, peut-être qu'il ne perçoit pas qu'il est en train de se faire du mal au niveau des cervicales. Il y a de fortes chances pour que le lendemain de son... Il est mal au cou. Il est hyper mal au cou. Ça me fait penser au Hellfest et au mec qui headbang. Oui, le headbanging, on a appris ça. Headbanging, non échauffé, c'est l'assurance d'avoir mal au cervical derrière. Donc, effectivement... faut s'échauffer comme avant... En EPS. Exactement, des petits mouvements doux. Voilà. Et puis je vois aussi dans le chat, j'ai pas du tout compris tout à l'heure, en fait, j'avais pas du tout vu le message d'Amandine de Saint-Malo. Ah oui, mais si. Donc si vous êtes jeune et que vous voulez aller à la CJC de Saint-Malo, vous pouvez contacter Amandine. Voilà. Merci pour la pub. Merci Laurent pour cette petite vidéo, j'ai adoré. Disclaimer, Laurent était dans une de ses vidéos. Caché. C'était toi en fait, c'est le mec qui... Chaque mois, c'est moi qui filme.
Alors ensuite, est-ce qu'on partirait pas sur Maëla? Ouais, si vous voulez. Est-ce que tu es prête à nous présenter? Bon, on l'a pas vu du coup ta vidéo. Allons-y. Donc ça s'appelle comment? Un petit papier parce que Maëla elle a bossé le truc. J'ai des petites notes. Première de la classe. Alors incroyable. déjà moi juste le nom du reportage. Le nom de la vidéo. Ouais, déjà rien que le nom de la vidéo, juste tu l'as Camille? Ouais, ça s'appelle Des petites Australiennes viennent s'éclater à l'Oktoberfest. Voilà, donc rien que ça déjà, moi ça donne un peu le ton de ma vidéo. Elle était très énervée quand elle a regardé dans son bureau. Ok, vous êtes prêts? Prêt. Ouais. C'est parti. Voilà. Ouais. Bon, on n'avait pas les droits pour vous diffuser ce reportage, donc je vais vous le décrire. Donc on suit un groupe de jeunes filles qui ont pris 6 mois de vacances en Europe et qui vont faire un peu le tour des festivals. Et donc là, on les retrouve à l'Oktoberfest et on nous dit que l'ambiance est vraiment surchauffée. Et là, celle qui est interviewée nous dit que la soirée dépasse ses attentes à 100%, que tout le monde est incroyable et qu'elle aime tout le monde. Et là, ensuite, la voix off nous dit que les filles vont avoir de plus en plus de mal à contenir les avances des hommes. Et donc là, on voit un jeune homme qui lui demande si elle veut aller dehors avec lui. Donc elle lui répond que non. Et ses potes derrière la soutiennent en lui disant de la laisser tranquille. Et ensuite, il prend un petit objet, il lui demande s'il veut la mettre entre ses seins. Et elle lui dit non. Et là, on voit ce même homme qui passe sa main sous sa jupe sans son consentement. Et ensuite, on les voit qui disent qu'elles veulent aller aux toilettes et que c'est trop le bordel. Et donc, elles veulent sortir de la soirée. Ensuite, elle propose une bière à un mec et lui, il lui dit non, qu'il en veut pas. Au moment où elle propose sa bière et que le mec il dit non, je trouve ça très très bien parce que même si c'est une fille qui propose une bière à un homme, en fait, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai vécu avec un pote qui a pris un verre et il était complètement déglingué après alors qu'il prend rien, vraiment rien. Et en fait, on pense que c'est le verre qu'on lui avait proposé pour peut-être pour tester, pour voir comment il avait réagi. Mais ouais, je trouve que ça, le gars qui a dit non, je trouve ça plutôt intéressant et on l'avait redit, on l'avait déjà dit sur un live précédent, mais en soirée, que vous soyez seul ou en groupe, gardez un œil sur vos consommations. Faut pas un verre qui a traîné même 5 minutes et que vous avez perdu de vue, ne le buvez pas. Prenez pas ce risque-là. Les verres, ça se surveille. Mais là, elle va vous montrer un outil que vous avez peut-être déjà vu. Ouais, parce qu'en fait, cette vidéo, je l'ai aussi choisie pour ça. Je vais me mettre en grand sur le live comme ça. Le monsieur qui refuse la bière. En fait, c'est là la caméra. J'ai commandé. Je vois pas où on s'est décalé. Ouais, c'est bon. Voilà, j'ai contacté quelqu'un qui fabrique ça. Alors, je suppose qu'il y a d'autres entreprises, mais là, c'était deux jeunes Français. Ça s'appelle une capote de verre. Voilà. Du coup, c'est pour mettre sur les verres, un verre un peu vide, pour protéger votre verre. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Voilà, pour protéger votre verre comme ça, il y a la paille du coup qui se met au-dessus, et au moins, voilà, vous êtes sûr que rien rentre dedans, ou que en tout cas personne. Et comme ça, on peut danser sans que ça se renverse aussi. Voilà. Mais ouais, l'idée de ne pas prendre de verre si vous savez pas, si c'est pas vous qui vous l'êtes servi ou un serveur. Voilà. Ça a aussi un avantage, c'est que quand on voit la capote de verre, ça peut rappeler aux autres de faire attention aussi à leur verre, et ça nous rappelle tout au long de la soirée qu'il y a quelque chose qui peut constituer un risque à laisser son verre sans surveillance. Ok. On continue ? Ouais, tu peux. Des fois, il y a des boîtes de nuit, mais je sais pas si ça se fait encore, mais qui disent les filles boivent gratuitement jusqu'à 1 heure, comme ça. Ouais. Et je trouve ça pas fou. Puis là, on quand a tu quand payes même. l'entrée, t'as ta conso. Ouais, c'est ça. Enfin, mais que pour les filles, quoi, en mode on sait buvez pas. comme ça, vous allez être plus accessible ou plus disponible, entre guillemets. On s'est pas arrêté, mais c'est d'une tristesse sans nom au niveau de l'agression sexuelle qu'elles ont. Parce qu'il faut mettre du voulais sur peut-être les mots, y quoi. venir après. Mais... Ouais, mais peu importe. Ouais. Oui, c'est mon sujet. Quand il a mis sa main sous sa cuisse, le gars d'avant aussi qui la force un peu en disant viens, on s'en va. Sa copine qui vient l'aider. Elle se fait limite agresser aussi en disant dégage, c'est pas à toi que je parle. Quoi. C'est une vraie technique de prédateur, ça, d'isoler les gens symboliquement ou physiquement. Voilà, le côté c'est privé, viens pas te mêler de ce qui te regarde pas. En fait, ça peut vite isoler quelqu'un en soirée. Ouais. Et des fois, les gens ils se disent bon bah ok, ça me regarde pas, etc. Alors qu'en fait, ça se trouve la personne elle est en grande difficulté, elle n'arrive pas à se débarrasser de la personne qui est lourde là. Ouais, et puis alors jeunes mecs entre guillemets,
qui sont peut-être un peu plus lourds quand ils sont alcoolisés parce que ça désinhibe et qui ont peut-être du mal à aller vers les filles. C'est une tristesse sans nom. Donc s'il y a des potes qui voient ce genre de comportement d'Hitler qui font de la merde entre guillemets, ça vaut pas la peine parce que c'est vraiment ça moche. Marche pas quoi. Ouais. Et là du coup les filles, c'est vrai qu'elles restent tout le temps en groupe, tout le temps ensemble. Elles sont aussi, ça c'est jamais protecteur. isolées. Voilà. Alors c'est des filles, hein, mais j'aurais pu choisir des groupes de gars aussi. Ça va pareil, hein, mais voilà, l'idée c'est de rester toujours à plusieurs, jamais dans des endroits pas éclairés, dans des recoins, voilà, de toujours être en groupe. Alors moi, il y a un truc que je faisais en festoche sur les premiers, parce que ça m'impressionnait la foule, c'est qu'on se mettait d'accord avec le groupe. Si l'un de nous se perdait, on se donnait des points de chute. Si l'un de nous perdait son portable, ou des fois, il y a pas ça passe mal le réseau sur le festoche. Et on se disait comme ça, au pire, si on est perdu dans la foule, on sait qu'on se retrouve à cet endroit-là. Et 2 ou 3 fois, moi, ça m'est arrivé de perdre des groupes et de me dire, bon, c'est pas grave parce que je me mets là et ils vont finir par repasser. Et effectivement, ça peut être, tout à l'heure, on parlait de l'arrivée en festival, c'est de repérer un endroit et de se mettre d'accord entre groupes en se disant, si on se paume, si ça va pas, on se retrouve là, quoi. Ouais. Il y a des gens qui font des side quests, justement, c'est le nom du live, mais dans le milieu des festivals et tout, faire une side quest, c'est quand ton pote il part, tu sais pas où, des fois il s'est fait des nouveaux potes, ou alors il est parti chercher un verre d'eau mais sans te prévenir. Ouais. On dit qu'il fait une side quest, un peu le terme qu'on utilise. Mais c'est vrai qu'il faut prévenir aussi, ça peut être bien aussi. On retrouve donc nos Australiennes qui sont sur le chemin pour aller prendre le train et en fait elles tombent sur un camion qui diffuse de la musique techno et à l'intérieur de ce camion qui diffuse la musique, c'est un policier qui fait office de DJ. Et donc on nous dit que cette approche a pacifié cet endroit qui était autrefois connu pour être un lieu de trouble. Le policier nous dit qu'on observe moins de délits qu'avant grâce à cette approche et il dit qu'ils dansent parfois avec les festivaliers et que leur slogan c'est «Celui qui danse ne se bat pas». C'est vachement bien comme initiative. Je trouvais ça très bien de l'avoir. Là, c'est des policiers, mais en fait, l'idée d'avoir choisi ça, moi, c'était pour revenir sur justement tous les stands de prévention et de choses qui peuvent être mises en place par les festivals au sein même de leur festival, au niveau de la sécurité, au niveau surtout de la lutte en fait contre les violences. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Parce qu'en fait, je vais juste vous donner des petits chiffres. J'ai pris des chiffres sur les femmes, mais parce que j'en suis une, mais voilà. Globalement, il y a quand même 6 femmes sur 10 qui disent ne pas se sentir en sécurité toute seule dans un milieu festif. Facteur de risque, du coup, c'est vraiment la proximité physique, la conso d'alcool et des stupes. Voilà, il y a 60% des femmes qui ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle en festival. Je trouvais ça énorme. Et en fait, l'idée, c'était j'ai vu ça, j'ai lu pas mal de reportages écrits là-dessus où les femmes, elles disent quand même que, en fait, elles sont en hypervigilance constante, qu'elles adaptent leur manière de faire la fête, leur manière de s'habiller avant de sortir, de se maquiller avant de sortir. Et voilà, je trouvais ça en fait choquant, la manière de danser, d'anticiper tu vois, le retour au logement, justement, où elles sont logées et tout ça, parce que tout ça sur le chemin, ça peut être des moments à risque aussi. Voilà, donc du coup, je regardais un petit peu sur les festivals en Bretagne, parce qu'on est en Bretagne, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir justement comme stand et qu'est-ce que les festivals ont mis en place. Par exemple, j'en ai repris quelques-uns au Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort, fin août, là. Alors, il y a un dispositif, mais qui est présent sur plein d'autres festivals en France, c'est Safer. C'est un dispositif qui vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, en fait, il y a une application mobile qui est disponible avec un point GPS où du coup il y a 3 niveaux d'alerte dessus, si on est témoin, si on est victime, voilà, et on peut du coup déclencher. C'est des équipes de bénévoles aussi qui sillonnent, qui font des maraudes et qui sillonnent le festival. Il y a un coin aussi, une safe place où il y a du coup un psychologue qui est là pour accueillir les gens si jamais il y a des problèmes. Voilà, il y a le festival No Logo, festival BZH à Saint-Malo. Là aussi, ils ont créé une application avec un point GPS pour se signaler. Il y a Consentis, une association de lutte contre les violences en milieu festif qui est présente à Astropolis à Brest. Voilà, il y en a plein comme ça. Et globalement, c'est plutôt chouette et c'est vraiment des endroits qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, repérer en fait. Au début du festival. Ouais. Il y a aussi des sites qui ont mis des étoiles, enfin en clair ils notent les festivals en fonction de la sécurité. Déjà de la sécurité du camping.
de la sécurité pour les femmes. Est-ce que je peux y aller seule ou pas, ou il faut que je sois accompagné. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant encore dans la logique de je sais où je vais, je prévois le truc. Ouais. Je triche parce que Maëla, elle a écrit qu'il y a énormément de comportements à risque au niveau de la sexualité en festoche avec l'alcool et les drogues. Et en fait, c'est hyper important de le savoir, je pense. Ouais, parce que si on est sous conso ou qu'on a trop bu et qu'on n'est pas avec des gens qu'on connaît, en qui on a confiance, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. D'où la nécessité de peut-être se dire, quand je vais en festoche, je pars quand même à 3 ou à 4 minimum, ou à 2 ou 3. Enfin voilà, potes en qui j'ai confiance qui ne vont pas me laisser en rade au milieu du truc, quoi. Et on parlait c'est valable pour quand on est victime, et d'essayer d'agir quand on est victime, mais on le disait aussi tout à l'heure, en fait, s'il y a des potes à nous qui font ce genre de comportement, c'est aussi bien de le signaler parce que voilà, c'est réprimé par la loi. Voilà, on va pas aller jusqu'à le viol, l'agression sexuelle, parce que ça c'est clair pour tout le monde, mais en fait juste une simple violence. Même ce qu'on a vu dans le reportage, juste la main sous la jupe, en fait, c'est une agression sexuelle. Elle peut porter plainte et il peut y avoir une sanction avec une amende et une peine de prison ou en tout cas de sursis. Donc c'est vraiment grave. Et des fois, on peut quand on est victime d'une agression sexuelle, on peut se sentir illégitime à aller faire un dépôt de plainte parce que, sous prétexte qu'on était soi-même sous l'influence d'un produit, c'est pas du tout. Il faut qu'on arrive collectivement à déconstruire ce truc-là, c'est-à-dire être sous l'influence d'un produit, ça, c'est pas une incitation à ce qu'on vienne vous faire du mal, à ce qu'on respecte pas votre espace intime, etc. Alors je sais que c'est une question compliquée parce que des fois, les plaintes sont pas forcément toujours très très bien reçues dans les gendarmeries. Voilà, même s'il y a eu des gros efforts de fait ces dernières années. Mais en tout cas, même si vous êtes alcoolisé ou sous l'effet d'un produit et que vous êtes victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, vous avez toute légitimité à y aller. C'est pas parce que vous êtes altéré par l'effet du produit que ça viendrait dire quelque chose d'un consentement. Ouais, totalement. Et c'est une éducation aussi à avoir, une éducation ou une prévention à avoir envers tous les publics, parce qu'en fait, je trouve ça d'une tristesse folle. Elles sont en train de faire la soirée, elles s'alcoolisent. À l'Oktoberfest, c'est énorme. Déjà, il faut savoir que c'est sur toute la ville de Munich et on ne trouve pas une chope à moins d'1 litre. Oui, c'est ça, on voyait qu'elles étaient énormes, les Donc shops. si on n'a pas l'habitude de boire de la bière, très vite on a atteint notre niveau d'alcool extrême. Et là, en fait, elles s'en vont alors qu'elles passaient un bon moment, juste parce que des hommes ont eu des comportements complètement inadaptés et hors la loi. Et en fait, c'est aussi à nous, être masculins, d'être éduqués vis-à-vis de ça pour pas gâcher la soirée de jeunes femmes. Ouais. Et du coup, on parlait aussi de la réduction des risques et des préservatifs, mais souvent aussi sur les festivals, ils distribuent des petites du lubrifiant avec. Parce que aussi, quand on a consommé de l'alcool ou des substances, on peut être déshydraté et donc avoir les muqueuses aussi qui sont plus desséchées, donc le vagin, l'anus, le pénis, etc. Et qui dit muqueuse desséchée dit lésions, micro-lésions possibles et donc porte d'entrée pour des virus et des infections aussi. Donc en plus du confort et du plaisir que ça peut apporter en plus, c'est aussi la réduction des risques pour la transmission des infections. Donc si on décide d'avoir des rapports sexuels malgré tout et que c'est consenti, utiliser aussi du lubrifiant en plus. Et le consentement, il peut être oui au départ et non à la fin. Ouais, exactement. Il n'y a pas un timing. On ne peut pas dire non en fait. Ouais. Tiens, moi, ça m'a une petite question que j'aimerais vous poser, les collègues. Camille, hein. C'est quoi pour vous un festival où vous vous sentez en sécurité? Alors pour ceux qui font plus de festival, ça peut être un concert. Ou un festival que tu regardes en DVD chez toi. La tristesse, quoi. Être entouré de ses potes déjà. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, avoir des potes de confiance avec qui on s'est donné quelques règles avant, comme tu disais, un point de chute, ne jamais aller, même si on va aux toilettes, y aller à deux, essayer de jamais être tout seul, avoir des potes de confiance, je trouve que c'est déjà le... Enfin, moi, c'est ce qui me rassure en premier déjà. Ouais, moi aussi, je pense être avec des gens en qui j'ai confiance, qui effectivement, on se couvre les uns les autres au niveau justement de ce genre de risque. C'est de se mettre même avec des potes en fait, parce que j'en ai quand même fait. Je suis en train de réfléchir à tous les festoches que j'ai fait. Toute la liste. Ouais, mais en fait, à chaque fois, on était, même si c'est pas les mêmes potes,
c'est un peu comme si on avait créé notre propre règlement, tu vois. Ouais. On n'en laisse jamais un tout seul. Même Ouais, bah oui, nous aussi on fait ça, ouais. Même s'il est surchiant, surrelou, qui est défoncé, il y en a au moins qui restent avec lui. Ouais. C'est se mettre des règles, parce que même en partant avec des potes, on peut se fâcher parce qu'il est insupportable ou j'en sais rien. Comme on l'a dit, les émotions, des fois, tu as des potes qui vont s'engueuler alors pour un petit truc parce que du coup, la substance, ça fait focaliser ton cerveau sur des trucs. Festival à surveiller un de mes meilleurs potes qui était insupportable. Et du coup, je l'ai haï la soirée, mais ouais, c'est ça. Le job, c'était comme ça. On peut en reparler à tête reposée le lendemain en disant, bah voilà, pour la prochaine fois, comment on peut faire. Au lieu de le blâmer sur voilà, ce que tu as fait, t'étais chiant, plutôt comment on peut faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois, quoi. Pour éviter d'être dans l'accusation alors que voilà, c'est pas forcément de sa faute, quoi. Ouais, et puis s'il arrive quelque chose derrière, tu peux regretter enfin, tu vois, si tu privilégies ton expérience par rapport à à la sécurité des gens qui t'entourent, c'est clair. Derrière, ça peut être un regret s'il se passe quelque chose, quoi. Enfin, j'ai déjà vu sur des festivals des gens qui ont lâché leur pote parce que elle est trop chiante et tout, on vous la laisse au centre de preuve et tout, mais vous venez ensemble, vous assumez, quoi. Même si vous devez rentrer plus tôt, c'est frustrant, mais si c'est pour sa sécurité, c'est un plus festoche qui est bien réussi, c'est aussi un camping qui est sécurisé. Enfin, pour avoir été dans des gros festivals, genre le Zigetz, par moment, tu peux te sentir en insécurité parce que c'est tellement un énorme truc. Et en fait, la plupart des agressions en festival ont lieu sur le camping. Faut le savoir. Donc c'est aussi sécuriser son endroit. Je laisse pas mon pote ou ma pote aller dormir tout seul à 3h du mat. Parce qu'en fait, je sais pas trop ce qui peut se passer. Et ça, c'est aussi important, quoi. Avoir des navettes aussi, si jamais t'es un peu excentré de la ville, ça peut être bien aussi, pour pas rentrer en voiture ou alors, se mettre à 10 dans une voiture parce que t'as forcément envie de rentrer chez toi, à la fin t'es fatigué, donc si t'as pas de navette, tu peux prendre des risques aussi. Ouais. Quoi. Donc ça c'est un critère aussi qu'on garde souvent. Ok, est-ce que sur cette vidéo là on a fait le tour? Dans le chat, vous avez peut-être des remarques, des questions, peut-être des témoignages aussi de vous en lien avec la sécurité, peut-être les consos ou pas. Notre contributeur favori. Est-ce qu'on a le temps de regarder la dernière vidéo? Elle dure combien de temps? Je suis presque en hésitation, ça dure 7 minutes, mais j'avais préparé 2 autres questions que j'aurais aimé vous poser. On peut faire les questions à la place. On a pris des vidéos de 7 minutes, quoi. Ouais, ça va. Si j'avais su, j'aurais eu plus de 8-6. En fait, c'était une vidéo sur... alors, je vais vous expliquer un petit peu la vidéo que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, on pourra aborder ça sur un autre live. C'était des contrôles de police sur des gens qui sortaient d'une free party. Et il y avait une jeune fille qui était arrêtée. Et en fait, elle était contrôlée positive à des produits et il se retrouvait dans une situation où plus personne n'était en état de faire rentrer la voiture parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes dans la voiture. Tout le monde était soit sous produit, soit sous alcool. Et cette jeune fille, en fait, on sentait dans son discours qu'elle n'avait pas du tout anticipé le retour de festival. Et moi, j'avais choisi cette vidéo pour penser le festival. C'est ce qu'on va vivre dans le festival, mais c'est aussi comment on va rentrer. Et c'est comprendre aussi... comment les produits fonctionnent dans notre organisme pour aussi limiter le risque d'accident et aussi le risque au niveau judiciaire, c'est-à-dire de ne pas se faire épingler pour une positivité à l'alcool ou sur des produits stupéfiants. Voilà. Même sur la fatigue, par exemple, tu vas sur un festage sur Paname, par exemple, comme Rock en Seine, tu vas en caisse. Rock en Seine, ça finit le dimanche. Tu prends ta voiture pour rentrer, tu as 2-3 heures, même si tu n'as pas consommé. En fait, s'il n'y en a qu'un, et c'est de l'expérience, où je m'en suis voulu après, parce qu'il avait conduit tout seul et on s'était endormi comme des rats. Du coup, en termes de preuve, c'est nul, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi, prévoir l'après en disant, OK, dimanche, on ne consomme pas, pour être au moins 2 à pouvoir conduire. Le temps de redescendre en alcool, quoi. Des fois, il y a des gens qui présentent, qui disent qu'ils ont des astuces pour récupérer plus vite de festivals ou qui vont prendre des produits stimulants pour récupérer du festoche où ils ont pris, où ils ont consommé. C'est des très mauvaises idées parce qu'en fait, ça fatigue encore plus le corps. Et puis, d'un point de vue du risque judiciaire, c'est juste catastrophique parce qu'on a le risque d'être contrôlé positif. Voilà, si on ne l'est pas autour du festival, on se rajoute des jours. Il y a un outil qui peut vous être utile. Je l'avais.
C'est Santé publique France. Pardon, j'ai laissé un petit post-it dessus. J'avais mis si vous êtes en conduite accompagnée, l'accompagnateur doit aussi être non alcoolisé et à distance des il y a des parents qui pourraient se dire c'est bon, c'est mon fils qui conduit. Ah oui, j'avoue, j'avais pas pensé. Ouais, c'est la loi. Et du coup, on pourra éventuellement, je sais pas, le transmettre, on le mettra sur le QR code de la CJC. Mais c'est un tableau de durée des positivités par produit. C'est souvent des questions qu'on a. C'est de savoir finalement, quand je consomme un produit, jusqu'à combien de temps ce produit il est détectable. Donc c'est un tableau où on a des valeurs pour plusieurs produits, les amphétamines, le cannabis, la cocaïne, certains médicaments, l'ecstasy, la MDMA, le GHB, l'héroïne, le LSD. Et en fait, sur chaque produit, il y a des valeurs de détection selon que le produit va être testé en salivaire, en prise de sang ou en urinaire. Et avoir cet outil-là sur soi, si on prend la décision de consommer des produits, ça peut être une manière de réduire le risque d'être pris positif sur un contrôle routier sur les forces de l'ordre. Petit exemple, par exemple, vis-à-vis du cannabis qu'on a peut-être l'habitude de fumer en festival. Par exemple, dans le sang, le THC, c'est 2 à 8 heures. Sur les urines, en usage occasionnel, c'est 3 à 5 jours. Ah ouais. Et en salive, donc les tests salivaires qu'on peut avoir juste après les festivals, parce qu'ils nous attendent tout le temps après les festivals. Et ben c'est usage occasionnel, donc quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude d'en fumer beaucoup, c'est 6 à 8 heures. Okay. Donc si on fume un spliff le samedi et qu'on prend la voiture le dimanche à 14 heures, même si on se sent mieux et qu'on a l'impression qu'on est redescendu, en fait, c'est encore dans le sang. C'est ça, exactement. Et donc, on est considéré comme étant encore sous l'emprise de la substance. Tout à fait. Et en plus, alors, on peut être verbalisé pour ça, mais on peut avoir d'autres... on peut tomber pour usage de stupéfiants. Enfin, on peut tomber. On peut avoir une convocation plus tard. Donc, ça peut aller vite, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un super outil de réduction des risques, d'avoir ça. Et puis si c'est pas pour vous, vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont cette habitude de consommer des produits, soit régulièrement, soit moins régulièrement, mais qui n'ont pas forcément ces données-là en tête. Voilà. Ok. Et puis, du coup, les petites questions, ça vous va ? Allez, vas-y. Ok. J'avais 2 autres questions que j'avais préparées pour la thématique de ce soir. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou vécu une situation difficile sur la question de la santé mentale ou la consommation de produits pendant un festival ? Et si oui, comment vous avez géré ? Ou qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? Waouh. C'était pour moi ? Ouais, je te voyais réfléchir. Moi, je réfléchis aussi. Je suis en train de réfléchir. En fait, c'est compliqué, santé mentale ou consommation, parce que du coup, je me rappelle pas vraiment si c'était soit plutôt santé mentale parce qu'il était mal, ou soit il avait consommé, donc il était dans le dur. Ouais. Mais il nous avait suffisamment inquiété pour qu'on l'emmène à un stand de la sécurité civile. Au début, je me rappelle très bien de la scène. Au début, on était un peu fortement alcoolisés avec des potes. Et après, il y en a un qui nous dit s'il lui arrive quelque chose, on s'en voudra toute notre vie. Mais... Donc on est revenu comme des petits canards et on a emmené le monsieur. Mais je suis incapable de dire s'il était en souffrance mentale ou aussi parce qu'il avait consommé quelque chose qui lui allait pas, quoi. Ouais. Ou des fois, moi, j'ai été témoin des fois de personnes qui avaient une contrariété ou avec qui il était arrivé, je sais pas, un deuil ou quelque chose dans leur vie perso avant la soirée, qui ont quand même voulu à la soirée parce qu'ils voulaient s'amuser, un peu oublier même. Et du coup, sous l'effet de la substance, c'est revenu, entre guillemets, et du coup, le cerveau, il s'emballe, il focalise sur cet événement triste, et du coup, tu peux partir en pleurs, en émotions excessives, etc. Et que ça peut être assez difficile à gérer, surtout quand tu es sous l'emprise de la substance, en plus de ton émotion qui est... Mais j'ai déjà vu des gens, un peu comme dans la première vidéo qu'on a vue à Redmore, allongé. En fait, ce qui me frappait, c'est que tout le monde passait à côté. Ouais. Personne ne regardait. Et c'était, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Est-ce que c'est normal de passer à côté ou est-ce que c'est pas normal ? Ou juste demander comment ça va. Des fois, les gens ils disent juste non, c'est bon, je vais juste m'asseoir 5 minutes, tu vois. Ou les gens sont couverts avec une couverture de survie, et puis une fois que les autres ont fait ça, on se dit c'est ok, donc tout le monde, tout le monde continue. Qui n'allaient pas vers ce type parce qu'ils avaient eu déjà des expériences pas très cool d'aller vouloir aider quelqu'un, et en fait, ils étaient tellement alcoolisés qu'ils étaient devenus agressifs envers eux. Mais elles avaient été
voir un mec de la sécu en disant qu'il y a un gars allongé, il a pas l'air bien, et en fait c'était le gars de la sécu qui avait été gérer le truc. Ouais. Aussi un truc qui m'est déjà, enfin c'était un petit truc, mais je voyais quelqu'un qui était assis par terre au niveau des casiers qui avait pas l'air très bien. Donc il me raconte qu'il a pris un TAS en entier et que du coup c'est monté et qu'il a juste besoin de se poser. Donc je lui ai demandé ce dont il avait besoin. Je lui ai dit, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin de danser? Est-ce que tu as besoin de te calmer? Est-ce que tu as besoin de boire un coup? Il m'a juste dit, là j'aimerais boire un coup. Donc je suis allé chercher un verre d'eau et après ça allait mieux. Des fois c'est pas hyper grave, mais juste boire un coup, des fois ça fait, boire un verre d'eau, ça rassure, ça fait du bien. Mais demander ce dont les gens ont besoin, c'est c'est ça. C'est important. Parce que des fois il y en a par exemple qui sont sous l'effet d'un ecstasy par exemple, qui ont beaucoup d'énergie à dépenser, et du coup ce qui va leur faire du bien c'est d'aller danser en fait tout simplement, ou d'aller extérioriser leur énergie et pas de... Et le fait de rester juste assis dans un coin, ça peut angoisser encore plus en fait, parce que ton corps il a besoin d'extérioriser toute cette énergie. Donc si tu le maintiens, c'est comme si tu mettais un couvercle sur une cocotte minute qui bout, et du coup voilà, ça tremble et ça. Donc des fois il faut juste danser, courir, je sais pas, aller extérioriser son émotion quoi. Donc je suis allé danser avec lui et puis ça allait mieux. On a des questions dans le chat? Ouais, la durée de détection dans les cheveux. Est-ce que ça dure très longtemps? Ouais, en fait, dans les cheveux, ce qu'on regarde, ou pas. C'est dans la graisse. Dans la graisse du corps, ça dure très très longtemps, mais en fait, ça coûte très cher de faire cette démarche-là. On le fait souvent plutôt pour des enquêtes criminelles, enquêtes de police, etc. Et certaines substances, comme le THC, se fixent très longuement dans la graisse du corps, donc c'est détectable sur de la graisse très longtemps, le cannabis. Voilà. Mais sur des contrôles routiers, c'est du salivaire. Et vous avez le droit de demander une confirmation par test sanguin. Ça implique qu'il y ait un infirmier accrédité ou un médecin accrédité qui vienne. Ce sera à vos frais, par contre, cette démarche-là. Mais ça peut parfois, des fois, lever des faux positifs. Voilà. Et puis, vous n'avez pas le droit de... Enfin, si, vous avez le droit de refuser le testing, mais en fait, ça vous fait courir autant de risques et de conséquences que si vous êtes positif sur un test de détection, par exemple. Donc, Et on parlait du consentement tout à l'heure aussi, mais pour ceux qui sont un peu dans le mal, des fois, leur demander si on peut, avant de les toucher, par exemple, chez l'épaule, si on veut les rassurer, parce que des fois, il y a des gens qui deviennent un peu parano sous l'effet de la substance et qui ont l'impression que tout les agresse. Et du coup, les toucher, ça va les agresser encore plus et les angoisser encore plus. Donc, leur demander est-ce que je peux te prendre le bras, est-ce que je peux te prendre l'épaule, etc. Ça peut les rassurer aussi s'ils sont en angoisse. Il y a des faux positifs. Ouais, ça arrive sur sur les tests en salivaire. C'est pas à 100% sûr à chaque fois. Alors, globalement, voilà, quelqu'un qui est positif sur un salivaire, ça se reconfirme derrière sur un test sanguin. Mais il peut y avoir des faux positifs. Puis il y a aussi des gens, notamment sur le cannabis, qui ont l'impression, par exemple, quand ils fument du CBD uniquement, qu'ils ne vont pas positiver sur du THC. La réalité, c'est qu'on peut positiver sur un test salivaire, on peut positiver au THC, même si on est consommateur que de CBD. Et on peut aussi avoir des gens qui sont des consommateurs passifs, c'est-à-dire ils vont traîner toute une soirée avec des consommateurs de cannabis et ils vont pouvoir positiver comme ça sur un salivaire aussi. Donc ça peut être un conseil de réduction des risques. Si vous prenez le volant après une soirée, évitez d'être dans des espaces clos dans lesquels il y a beaucoup de gens qui consomment des produits, enfin du cannabis, des produits fumés. Voilà. Ok. Une dernière question ? Allez. Quels sont les 5 objets que vous jugez indispensables de prendre avec vous en festival pour assurer votre sécurité ou celle des autres ? Son téléphone, si on se perd, pour retrouver ses potes et tout, c'est toujours utile. Une gourde, mais c'est pas toujours accepté dans les festivals, mais c'est bien d'avoir une petite gourde aussi qui peut se fermer aussi, pareil. Un bob, s'il fait chaud. Team Bob. Crème solaire. Crème solaire, bob, téléphone, gourde. Et une banane pour pas perdre ses affaires. Ah, pas mal. Voilà. Pas mal. La banane, c'est malin. Je vous ai donné ma DA de festival. Direction artistique. Moi, téléphone, chargeur. Ah oui. Une bouteille d'eau, une crème solaire et des médicaments pour la tête. Ah. Sans le vécu. Laurent ? Crème solaire, avec ma peau de roue. Casquette. Ça fait un petit temps que j'ai plus de cheveux. Team casquette. Téléphone,
tellement peur de le paumer que par moment je l'emmenais pas. Parce qu'en fait, j'ai tellement fait de festoches où il y avait pas, il y a des non-réseaux où on captait rien, donc j'y voyais pas l'intérêt. Donc pas de chargeur. Bouteille d'eau, je trouvais toujours le moyen d'en foutre une dans mon sac, ou de gruger. Et c'est déjà pas mal, je crois. Si j'avais une petite lampe de poche, comme j'avais pas de téléphone, qui était assez puissante quand même, pour que mes potes puissent me retrouver si j'étais trop dans le dur. J'avais appris comment faire un SOS. Ah oui, c'est vrai. Faut apprendre avant, parce que si vous voulez apprendre en ayant mais les festivals, c'est Koh-Lanta, les gars. Ouais, c'est clair. Et toi, Romain? Le téléphone, je trouve que ça reste quand même le truc pratique. Dans le téléphone, moi je fais un truc toujours, si je suis en festoche, je mets des numéros mais facilement accessibles. Je mets un numéro, genre numéro 1, et ça apparaît en haut de ma liste de contacts. Comme ça, si j'ai besoin d'appeler des potes ou de leur envoyer un SMS, j'ai pas besoin de scroller mes contacts. La crème solaire pour moi, je sais pas si c'est parce qu'on a eu beaucoup de soleil ces derniers temps, mais c'est genre obligatoire. De quoi manger? Ouais, c'est vrai. Ouais, de quoi manger, parce que moi, il y a plein de moments au festival où manger, ça fait du bien, ça pose un petit peu, ça force aussi à faire une pause des fois. C'est vrai. J'en suis à 3. Une paire de bouchons d'oreilles, ça toujours, en festival. C'est vrai. Et puis la dernière... une copie des papiers importants au cas où je perds mon portefeuille. J'ai pas envie de tout perdre. Alors souvent, c'est la réponse de vieux, mais j'emmène que le strict minimum et j'évite d'emmener mes papiers. Voilà, sur ton téléphone, tu peux le mettre maintenant. J'ai eu, mais à l'époque, autant de matos que quand il part en voyage. Ah oui, à l'époque où il n'y a pas de téléphone. À l'époque, non. Ça m'est arrivé une fois au Hellfest. Premier jour, premier concert, j'ai perdu mon portefeuille et mes lunettes dans le pit. Et j'ai cru que j'étais mal. Et puis je commençais à angoisser. Je me suis dit, ça y est, le festival. Ça y est, j'ai flingué mon festival. Et en fait, j'ai retrouvé mes lunettes. Elles étaient complètement tordues, mais elles étaient encore métables. Et j'ai retrouvé mon portefeuille aux objets perdus. Et dans mon portefeuille, il y avait tout. Voilà. Et même plus, puisque... on m'avait glissé une petite carte cashless de quelqu'un. Voilà. À l'époque, on pouvait pas retrouver les propriétaires. Mais moi, par exemple, tu vois, j'en ai jamais mon la portefeuille. Banane. Non, moi non plus, jamais. Ah, mais maintenant, je laisse des trucs dans la voiture. Juste une pièce d'identité. J'avais même pas de pièce d'identité. Je prenais juste ma carte bancaire et ciao, quoi. Et maintenant, ce que je ferais avant de partir en festival, si j'étais plus jeune, j'irais travailler mon plan festival en CJC. Ouais. Incroyable, c'est pour la conclusion que tu dis ça. C'est pas mal, hein. C'est corporate quand même. Mais sinon, j'en vois de plus en plus aussi, juste pour finir, qui mettent des trucs pour s'attacher les lunettes aussi derrière, des petites cordelettes là comme les vieux, mais qui les rendent stylés avec des petites perles et tout, pour pas perdre ses lunettes. Ce serait bien pour Maëla et Romain, ça. Ça peut être un accessoire de style, quoi, quand tu vas en festival. Aussi. Voilà. Baptiste, merci pour cette contribution au kit de survie. On a dit festival, pas fin du monde. Il avait dit quoi? Un fusil à pompe. Baptiste, il est adepte des festivals aux États-Unis. C'est son grand truc. Ok, et donc effectivement on peut avoir les CJC, je crois qu'il y a la cartographie des CJC sur internet, pour le trouver la plus proche de chez soi. Alors si vous tapez CJC Bretagne, vous avez tout de suite la cartographie de toutes les CJC bretonnes, et puis si vous ne trouvez pas une CJC, surtout vous appelez n'importe quelle CJC de France, et normalement la personne que vous allez avoir sera en capacité de vous donner l'information. Voilà. Vous avez des sites comme Drogue Info Service qui référence aussi l'intégralité des CJC sur le territoire français. Voilà. Vous privez pas de cette ressource-là. Ils vont pas vous dire pendant une heure que c'est mauvais, que c'est mal, ou vous jugez, quoi. Non, c'est pas le but. C'est ça qu'on pourrait penser, mais... Ouais, mais non. Juste pour préparer tout. Sauf si c'est Maëla qui vous reçoit dans on mange pas les gens. Non. Et puis même si vous habitez, par exemple, j'en sais rien, Rennes, Saint-Malo, et que vous voulez pas forcément appeler la CJC de Saint-Malo ou de Rennes pour X ou Y raison, même s'ils sont super bien, les collègues, et bien vous pouvez appeler celle de Fougères ou de Vitré pour poser vos questions, préparer vos festoches.
Des professionnels extraordinaires. J'ai un pote qui a acheté de l'AMD, qu'est-ce que ça fait, voilà. C'est une question qui pourrait vous servir au moment du festoche pour pas. Puis des fois, ils vont pas appeler vos parents. Exactement. Et puis des fois, on est en vacances sur un espace donné qui est pas du tout son lieu d'habitation. Vous avez aussi le droit d'appeler la CJC de proximité et de leur dire, voilà, je voudrais juste des conseils par téléphone. Je suis en vacances, j'ai un festival de prévu. Voilà. Donc ça fait partie de nos missions. Donc n'hésitez pas. Trop bien. Eh ben merci. Merci beaucoup. On clôture là-dessus. Ouais, merci aux participations dans le chat. Ouais, carrément. J'espère que ça vous aura apporté des petites infos. Normalement, on fait un prochain live dans un mois à peu près. À peu près, on ne s'est pas donné la date, mais c'est les vacances. C'est les vacances. Ah oui, dans un mois, je serai en vacances. Ça ne sera pas à peu près. On l'annoncera sur la chaîne. On essaiera de. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne, à vous abonner. Ouais. Tout à fait. Déjà. Et comme ça, vous aurez toutes les petites notifs quand on fera des lives les prochaines fois. Ouais. Voilà. Tous les gros contributeurs seront peut-être invités en physique une prochaine fois. On vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Prenez soin de vous. Ciao. À bientôt. À bientôt.